La notion d'œuvre renvoie en philosophie à l'idée d'une chose achevée, close, complète. L'œuvre apparaît ainsi comme une totalité close, une unité discernable que l'on peut donc définir et penser. Ainsi, un morceau de musique a un début, un milieu, une fin, une peinture est cadrée, une sculpture apparaît au sein de limites distinctes. Or, il y a dans cette conception classique de l'œuvre, celle qui nous est la plus familière finalement, un problème puisqu'elle considère l'œuvre comme le résultat d'un ensemble d'opérations aboutissant à un résultat définissable. L'inachèvement, l'incomplétude ou même la plasticité semblent échapper à l'appréciation de l'œuvre d'art au sens classique. L'œuvre d'art, si elle est une œuvre, doit être terminée et close sur elle-même, c'est-à-dire fermée sur elle-même. Cette idée-là d'œuvre d'art était déjà remise en cause à la Renaissance. Chez Michel-Ange, notamment, apparaît la pratique du non finito, qui consiste à laisser une sculpture inachevée. Alors il y a un exemple très fameux et très classique en histoire de l'art, qui est la Pietra Rondani, désolé pour l'accent. Et cet exemple est assez éloquent, puisque Michel-Ange a laissé sciemment l'œuvre incomplète. Derrière le non finito, et cette volontaire incomplétude qu'on retrouve aussi dans des esquisses, certains tableaux, etc., se pense en fait une esthétique, c'est-à-dire une conception de l'art qui considère l'impossibilité de la perfection et qui préfère laisser le reste de la sculpture dans le marbre. Donc c'est l'idée que finalement l'art, ce qu'il y a d'artistique, pourrait aussi se situer dans ce qui n'a pas été terminé, dans ce qui est laissé à l'évocation dans l'objet. Donc l'objet ne serait pas une totalité close sur elle-même, mais une potentialité ouverte. De fait, l'œuvre comme totalité achevée semble relever d'une décision arbitraire, si on y réfléchit bien. Comment peut-on décréter qu'une œuvre est achevée, et qu'appelle-t-on œuvre, alors ? Est-ce l'unité sensible qui se présente à nous, ou est-ce le sens que l'on peut lui donner ? Tout le problème d'une définition objective de l'art apparaît ainsi de l'impossible délimitation de l'objet même que l'on cherche à définir. Qu'est-ce que c'est qu'un objet d'art ? Où est-ce qu'il arrête ? Où est-ce qu'il commence ? Un morceau de musique n'est pas un objet achevé, délimité, et chaque réinterprétation réinvente ou redéploie en quelque sorte la totalité musicale qui est contenue. Peut-être d'ailleurs cette totalité n'y est pas complètement contenue. Une peinture, si elle est encadrée, ne doit sa limite qu'à une décision arbitraire de l'artiste qui semble, ce faisant, clore l'œuvre. Alors il y a un texte très célèbre que je vous invite à lire parce qu'il est assez court et c'est un moyen d'accéder et d'entrer dans Balzac qui est intéressant, qui est le chef-d'œuvre inconnu. Dans le chef-d'œuvre inconnu, Balzac montre ainsi comment cette absence de décision rend impossible l'émergence de l'œuvre en tant que telle. Pourquoi ? Parce que c'est l'histoire d'un peintre, justement, qui ne cesse de repousser à plus tard le moment où il va présenter au monde sa peinture, son chef-d'œuvre, et ce chef-d'œuvre inconnu va être en quelque sorte détruit d'une certaine manière. Je ne vous spoile pas la fin du texte, mais il va être en quelque sorte détruit par cette incapacité à faire cesser le geste. Toutefois, et je crois que c'est important, il n'y a pas que la décision arbitraire de l'artiste qui compte. Et chaque regard posé sur l'œuvre semble avoir en lui la capacité de repenser l'unité de l'image, la visibilité de l'œuvre, qui n'est pas donc univoque, ce n'est pas simplement l'artiste qui de loin décide quand est-ce que l'œuvre d'art s'arrête. Ce qui interroge finalement la question de l'inachèvement, ce qu'elle interroge, c'est moins le terme, la fin de l'art, la manière dont une œuvre d'art s'arrête, que son commencement. Le problème est de savoir finalement où commence une œuvre. Parce que si on regarde les choses à l'envers, ce que dit le non finito, c'est finalement que, par exemple, si on prend la Pietra Rondani de Michel-Ange, Michel-Ange semble nous dire, écoutez, le bloc de marbre contient potentiellement la statue. Elle y est déjà. Et dans ce cas-là, où est-ce qu'elle a commencé cette œuvre d'art ? Où est-ce qu'elle a commencé cette statue ? Peut-on dire qu'un coup de pinceau, un seul, sur une toile blanche, est déjà une œuvre d'art ? Faut-il considérer qu'il en faut deux coups de pinceau, 3 coups de pinceau,
Où est-ce qu'on commence à parler d'une peinture, d'une toile? Où est-ce qu'on commence à parler d'une sculpture? Où est-ce qu'on commence à parler d'une musique? La difficulté d'une définition objective de l'art se situe au moment où l'on veut reconnaître l'origine d'un objet dont le mode d'existence et d'apparition semble pouvoir être indéterminé. On ne sait pas trop où ça commence. La notion contemporaine de performance témoigne plus encore de la dimension indéterminée de ce qu'on appelle œuvre, à la fois dans son origine et dans son achèvement. La performance est par principe éphémère, et elle ne vaut que dans un présent, et ne cherche qu'à mettre en avant un dispositif artistique. L'œuvre d'art n'existe alors que dans la mise en œuvre du corps, de l'espace valorisé à un moment par l'artiste. Il ne peut y avoir l'idée d'un achèvement de ce qui formellement n'est pas pensé pour se clore. Alors il y a beaucoup d'exemples très intéressants là-dessus dont je vais parler après. Mais ce qu'on peut dire ici, c'est que la performance désigne un processus plus qu'un résultat. Elle renvoie au fait de faire une action, de produire un effet immédiat. Austin, qui est un linguiste anglais, construit le concept d'énoncé performatif pour décrire des énoncés qui produisent un effet du fait même de leur énonciation. Pour donner un exemple qui éclairera cette définition un peu complexe, on peut parler du maire qui déclare vous êtes mari et femme, je vous déclare mari et femme. Ce que dit Austin, c'est que au moment où il dit je vous déclare mari et femme, le fait de le dire produit l'action. C'est-à-dire, ils sont mari et femme à partir du moment où il le déclare. Je vous condamne à 2 ans de prison, la condamnation est actée par la parole. Donc les énoncés performatifs sont des énoncés qui produisent un effet par eux-mêmes en quelque sorte. Ils ne désignent pas quelque chose, une réalité qui leur est extérieure, ils sont eux-mêmes une réalité qu'ils produisent par énonciation. Ainsi, la performativité des performances artistiques vise à la démonstration par la monstration, donc on démontre en montrant. Il n'y a plus d'œuvre au sens de totalité close, il n'y en a qu'une au sens classique de l'opéra, c'est-à-dire du processus du travail. L'opéra, en latin, ça signifie le processus, le travail, ça va donner opération par exemple. Bien, dans la performance, l'œuvre artistique n'est pas une totalité finie, c'est une opéra, c'est-à-dire une opération, un processus toujours au travail. Alors j'ai des artistes fétiches dans ce cadre-là, par exemple John Cage ou Merce Cunningham, qui sont les pères d'une certaine pensée de l'art performance, qui ne cherchent plus à produire une œuvre au sens strict, mais surtout à mettre le spectateur face à lui-même et à ses modes d'appréhension. Alors il y a une expérience que j'aime beaucoup de John Cage, qui est ce qu'il a fait en 1963, où il a fait jouer les 840 reprises des Vexations de Satie dans un théâtre. Alors je vous dis un peu ce qu'il a raconté sur cette expérience. Il dit que beaucoup de gens n'étaient pas venus, conscients sans doute de ce qui allait se passer, hein, mais qu'au fur et à mesure des 24 heures, les gens arrivaient et que quelque chose se passait. C'est très intéressant comment John Cage parle de ça, parce qu'il dit finalement, ce qui était très troublant, c'est qu'au début dans le théâtre, ils étaient très peu, enfin les gens disaient 840 reprises, je sais plus combien de temps ça durait, mais c'était plusieurs jours. Bon. Puis il y a des gens qui y sont restés, et puis ça a provoqué en eux quelque chose, et peut-être ils en ont parlé, et puis à la fin le théâtre était bondé, il n'y avait pas assez de place à l'intérieur. Quelque chose s'était passé. Et ce quelque chose n'était pas un objet, oui, c'est pas les vexations elles-mêmes qui attiraient du monde, c'était autre chose. C'est pas non plus leur répétition qui produisait, c'était la totalité de ce qui se passait dans ce théâtre, et qui était peut-être artistique, d'une certaine manière. La performance n'est pas ailleurs que dans la mise en présence d'un musicien qui joue ici à l'infini un même morceau. C'est l'ici et le maintenant qui compte. Et on pourrait considérer qu'il y a là une œuvre au sens d'une sorte de totalité achevée, mais aussi d'une totalité potentielle. Parce que, où commence l'œuvre, où elle s'arrête? Dans la théorie de John Cage, ce qui compte aussi dans la performance, c'est l'écoute des auditeurs, l'écoute. Au début de ce cours, dans les premières minutes, je vous racontais une expérience que j'ai vécue dans une salle de concert, où je me suis mis à écouter le silence. Et ça ressemble beaucoup à ce que voulait faire John Cage avec la musique. Un jour, John Cage a été invité
je sais plus si c'était peut-être en 1952 ou 54, j'ai oublié. Il a été invité, peut-être même c'était d'une autre date, mais je sais plus, bref. Il est invité à Harvard, et il visite une chambre anéchoïque. C'est une chambre sourde. Alors c'est la chambre sourde d'Harvard, très performante, donc il rentre à l'intérieur, et puis l'ingénieur qui l'accompagne, pour lui montrer ce que ça fait, l'enferme à l'intérieur, donc il ferme la porte. Et John Cage va être très marqué. John Cage est un musicien un pianiste, élève de Schoenberg, un des grands pianistes du XXe siècle, donc qui était très, très, très fort en piano, hein, c'est un musicien déjà confirmé. Et à ce moment-là, John Cage découvre quelque chose. Il découvre que dans cette chambre anéchoïque, il n'y a pas de silence. Il entend deux choses en fait. Il entend les battements de son cœur, et puis il entend un grésillement, raconte-t-il, et l'ingénieur lui aurait dit que c'était l'activité cérébrale qu'il aurait entendue. Bon, qu'importe. Ce qui compte, c'est que John Cage comprend que le silence n'existe pas, qu'il n'y a jamais de silence, et que le silence, du coup, c'est juste le nom qu'on donne aux musiques que l'on n'écoute jamais. Et tout le travail de John Cage va être d'essayer de produire à partir de ce moment-là des performances, des situations qui vont mettre en situation d'écoute les gens, et en situation d'écoute de choses qu'on n'écoute pas normalement. Et donc pour John Cage, l'art ne consistait pas à produire des objets finis, des totalités achevées, des projets très définis, hein. Il va beaucoup travailler sur le hasard, l'indétermination dans ses compositions, mais à essayer de mettre les gens en situation d'écoute. Et donc la performance ici ne se situe pas dans les objets produits par John Cage, les compositions par exemple, mais dans les situations qu'il provoque. Alors Marina Abramović, très célèbre dans l'art de la performance, et de la même manière une grande instigatrice de l'art corporel, qui fonde le corps même de l'artiste comme lieu d'expérimentation. Deux exemples, The Lovers Walk on the Great Wall, en 1988, où Marina Abramović et Ulay, son compagnon de l'époque, partent d'un bout à l'autre de la muraille de Chine pour se séparer au centre, hein. Ils vont se séparer définitivement au centre, s'embrasser. Ulay avait, semble-t-il, trompé Marina avec la guide chinoise de leur voyage, qu'importe l'histoire. Ce qui compte ici, c'est que il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'objet. Il y a un geste, en quelque sorte, un long geste, et un corps engagé, le corps de Marina Abramović, et d'Ulay en l'occurrence. Ça ne veut plus rien dire ici de parler d'œuvre d'art. En tout cas, on sent bien que la définition est flottante. Dans The Artist is Present, Abramović reste 7h30 à regarder des inconnus dans les yeux. Elle est assise sur une chaise, au MoMA il me semble, et les gens se succèdent pour la regarder dans les yeux. Où est l'œuvre ? Il y a un problème ici dans la notion d'œuvre. C'est le geste qui compte, c'est l'opération qui compte, le processus. Dans des œuvres qui semblent être plus classiques, en quelque sorte, même si elles sont déjà... sont aussi des œuvres d'art modernes, contemporaines, on peut penser à la peinture de Jackson Pollock, qui est une peinture performative aussi, puisque de la même manière, elle ne vaut finalement que dans la mise en abîme d'une action de l'artiste, qui est le dripping, qui signe le passage de l'artiste sur la toile. Alors le dripping, c'est cette manière qu'a Pollock de éclabousser la toile de multiples taches de peinture, qui constituent ensuite un ensemble qu'il expose. Mais qu'est-ce qui est exposé ? Est-ce que c'est l'œuvre, le tableau qui compte, ou est-ce que c'est le geste dont le tableau est le signe ? Donc il y a là déjà l'idée que l'enjeu n'est pas dans le cadre lui-même, mais dans l'acte produit de l'artiste. Ce qui compte, ce n'est pas autre chose que le produit de l'action, pour reprendre les termes d'Hannah Arendt, et la réaction du spectateur face à ce produit. Ce que nous voyons ici, c'est la disparition d'une pensée de l'œuvre comme totalité achevée, au profit d'une considération du processus artistique lui-même, qui est mis en abîme. Or, un tel renversement problématise la question de l'essence de l'art, et resitue au centre de la problématique la question de l'interprétation sur laquelle nous reviendrons juste après.